fait comme depuis 5 ans maintenant une journée au mois de mars, c'est Mars bleu, c'est le mois où on parle du cancer du côlon. Et donc merci à tous d'être présents. C'est un sujet qui est pas facile, mais les choses changent au fil des années, c'est-à-dire qu'on en parle un peu plus, les gens se sentent un peu plus concernés. On le voit aujourd'hui avec le monde qui est présent. Donc moi je vais faire une petite conférence qui va rappeler ce que c'est, comment on se dépiste, quels sont les facteurs de risque, pourquoi est-ce qu'on peut avoir un cancer du côlon, quels sont les facteurs qui peuvent amener à ce cancer. Vous n'hésitez pas, alors je fais une présentation et puis après il y a une petite séance pour les échanges, les questions. Si jamais durant la conférence il y a quelque chose qui vous interpelle, une question, vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein, c'est pas un souci. Voilà, donc il y a beaucoup de jeunes gens dans la salle, c'est très bien de venir, de se sentir concerné. J'espère que vous allez tirer quelque chose de la présentation et puis faire passer le message après auprès de vos parents, grands-parents. Alors, on va d'abord en introduction faire un petit rappel du cancer du côlon, des chiffres du cancer du côlon. Le cancer du côlon, ça touche surtout les pays développés. Ce diagramme représente en haut les pays les plus touchés par le cancer du côlon. On voit que c'est l'Australie, Nouvelle-Zélande, l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Sud, l'Amérique du Nord. Tout en bas, c'est des pays c'est des pays essentiellement africains, Afrique du Sud, toutes les régions africaines. Donc c'est vraiment un cancer qui concerne les pays développés. On va voir après pourquoi, parce qu'il y a certains facteurs, notamment alimentaires, qui sont plus favorables dans ces pays. En France, le cancer en France. On voit répartis ici les différentes zones où il y a le plus de cancer. Donc chez l'homme, le cancer le plus fréquent en France, c'est le cancer de la prostate, qui est un cancer qui touche les hommes à partir de 50-60 ans. Chez la femme, c'est le cancer du sein. Ça, ce sont les deux cancers les plus fréquents par sexe différencié. Le cancer le plus fréquent, les deux sexes confondus, c'est le cancer du côlon. 23% des cancers de l'homme et à peu près 20% du cancer de la femme. Donc les deux sexes confondus, c'est le deuxième cancer le plus fréquent. On voit également que chez l'homme notamment, le cancer du poumon est un cancer fréquent, 28% des cancers qu'on peut retrouver chez l'homme. Alors, est-ce que le cancer du côlon, c'est un cancer grave? Oui, c'est un cancer grave puisque c'est un cancer dont on meurt. Vous voyez ici, c'est l'incidence, c'est-à-dire le taux de survenue du cancer et la mortalité liée au cancer. Vous voyez par exemple, ici c'est le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent en France. 56 000 cancers de la prostate en 2012 pour simplement 8 800 décès. Alors qu'en revanche, le cancer du côlon, il y a 42 000 cancers du côlon par an en France, mais un peu moins de la moitié de décès, 17 000 décès. Donc c'est un cancer qui est moins fréquent que le cancer de la prostate, mais qui tue 2 fois plus. Le cancer du côlon, c'est 5 fois plus de décès que les accidents de la route. Donc c'est le deuxième cancer le plus meurtrier après le cancer du poumon. Le cancer du poumon, lui, il est un petit peu moins fréquent, mais il est encore plus meurtrier que le cancer du côlon. Le cancer du côlon, c'est un cancer dont l'incidence, c'est-à-dire le taux de survenue, a augmenté sur les 50 dernières années. Vous voyez, il y avait à peu près 25 000 cas de cancer du côlon en 1975, en 2000, 36 000 et donc 42 000 en 2012. Il y a une augmentation de 50%. Alors c'est pas lié simplement à l'augmentation du cancer lui-même, c'est aussi parce qu'on le diagnostique plus facilement. Il n'y avait pas les mêmes examens à l'époque, donc des gens décédés sans qu'on sache qu'ils étaient décédés du cancer du côlon. Alors, en France, et en particulier dans le Nord, vous voyez, on est champion du cancer. C'est pas terrible en foot en ce moment, mais il y a quelque chose qui, depuis des dizaines d'années en France, dans le nord de la France, marche bien, c'est le cancer. La région Nord-Pas-de-Calais, c'est la région la plus touchée par les cancers, tout cancer confondu. Ça, c'est pas que le cancer du côlon. Donc vraiment, on est, chez nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, très concerné par le cancer en général et le cancer du côlon en particulier. Et ça, c'est valable chez les hommes et chez les femmes.
Alors à quel âge est-ce qu'on peut être concerné par le cancer du côlon? Ça, c'est l'incidence du cancer du côlon en fonction de l'âge. C'est-à-dire qu'on voit que globalement, jusque 40 ans, très peu de cancer du côlon, c'est exceptionnel. Ça commence à monter un petit peu entre 40 et 50 ans. Là, on en voit un peu plus. Et par contre, entre 50 et 75 ans, c'est là que ça explose. C'est-à-dire qu'on diagnostique le plus de cancer du côlon, avec le maximum entre 70 et 75 ans. C'est la période où on fait le plus de diagnostics de cancer du côlon. Donc plus de la moitié des cas de cancer du côlon surviennent entre 50 et 74 ans. Après, ça diminue un petit peu, ça a tendance à diminuer, parce que probablement qu'il y a d'autres maladies qui viennent prendre le dessus. Alors, comment on guérit, combien on guérit une personne d'un cancer du côlon? Quand on parle de cancer et de guérison du cancer, de survie liée au cancer, on a des chiffres en général à 5 ans. C'est-à-dire on est considéré guéri d'un cancer 5 ans après le diagnostic. Donc pour tous les cancers, le chiffre à 5 ans, il est important. Pour le cancer du côlon, la survie moyenne à 5 ans, vous voyez qu'elle est approximativement de 50%. C'est-à-dire que parmi les gens chez qui on trouve un cancer du côlon, il y en a la moitié, 5 ans après, qui seront décédés. Là, sur les diagrammes, vous voyez la survie 5 ans après en fonction des pays. Tout ça, c'est juste pour montrer qu'en France, globalement, vous voyez là, c'est pour le cancer du côlon, ça c'est pour le cancer du rectum. La France ici, elle est première en survie dans les pays européens, la 4e en survie. C'est-à-dire que, globalement, on est plutôt bien soigné en France et qu'on a plus de chances d'être en vie 5 ans après quand on est français que quand on est dans les pays d'Europe de l'Est, par exemple. Vous voyez ici Pologne, République tchèque, Slovaquie, et la même chose pour le cancer du côlon. Avec du coup des espérances de vie qui sont ici, pour la Pologne, d'à peu près moins de 40 ans. Hein. Moins de 40%, pardon. Alors, un élément très important pour ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire le dépistage. La survie d'un cancer du côlon, elle dépend énormément du stade auquel on diagnostique ce cancer. Globalement, la survie, on a vu 50-57% à peu près, on est toujours dans les mêmes chiffres. Mais en fonction du stade où on trouve le cancer, ça varie énormément. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un cancer qui est trouvé à un stade 1, c'est-à-dire une lésion qui reste très localisée, très superficielle, 5 ans après, il a 94% de chances d'être encore en vie. Quelqu'un qui a une lésion trouvée au stade 4, c'est-à-dire avec des métastases, 5 ans après, il n'a que 5% de chances d'être encore en vie. Donc 95% de décès dans ces cas-là. D'où l'intérêt dans le cancer du côlon de faire un diagnostic le plus vite possible. C'est vrai, bien sûr, de manière générale pour tous les cancers, mais encore plus pour le cancer du côlon. Voilà, 94% de guérison au stade débutant, 5% seulement si le diagnostic se fait trop tardivement. Alors ça, c'était quelques chiffres pour présenter un petit peu ce que c'était et qui ça concernait. Maintenant, on va voir, je pense qu'il y a la grande majorité d'entre vous qui ne sait pas exactement ce que ça représente un cancer du côlon. On va replacer un petit peu, resituer un petit peu les choses. Alors, le cancer du côlon, c'est quoi? D'abord, qu'est-ce que c'est que le côlon? Le côlon, c'est une partie de l'intestin. C'est la partie qui va de l'anus jusqu'à l'intestin grêle. C'est ce qu'on appelle le gros intestin. Voilà, c'est cette partie-là qui représente entre 80 et 1 cm. Et 80 cm et 1 mètre de long. Ensuite, il y a l'intestin grêle qui est là, qui fait à peu près 4 mètres de long, qui est lui très peu touché par le cancer. Donc il n'y a pas de dépistage du cancer d'intestin grêle. Et si on remonte, là on part à l'envers, hein, si on remonte, ensuite on arrive sur l'estomac et l'œsophage, qui ont des problématiques différentes. L'œsophage et l'estomac, c'est des cancers qui sont liés à certains facteurs de risque, comme une bactérie ou l'alcool et le tabac. Le cancer du côlon n'apparaît pas comme ça du jour au lendemain. Le cancer du côlon, il apparaît au départ sur ce qu'on appelle un polype.
80% des cancers du côlon apparaissent à partir d'un polype. Un polype, c'est une prolifération de petites cellules. Hein, vous savez que la paroi de l'intestin, elle est constituée de millions de cellules. Et un jour ou l'autre, pour plein de raisons génétiques, environnementales, mais certaines cellules vont se transformer, elles vont proliférer. Elles vont proliférer pour au départ créer une petite lésion qui fait 5 mm, 1 cm à peu près, qui s'appelle un adénome, qui ensuite peut grossir pour certaines d'entre elles. Hein, vous voyez, pour 1000 adénomes, il y en a une centaine qui vont continuer à grossir et avoir une taille de plus d'1 centimètre. Elles vont continuer en grossissant à se transformer, à devenir un peu plus agressives, c'est-à-dire que l'organisme ne peut plus la contrôler. Et pour 1000 adénomes au départ, il y en a 100 qui seront de plus d'1 centimètre et 25 au final qui vont tellement grossir que ça va donner un authentique cancer. Donc c'est cette lésion qui continue de grossir et dont les cellules deviennent de plus en plus méchantes, à tel point qu'elles finissent ensuite, avec le temps, par disséminer ailleurs que dans le côlon. Elles s'échappent de l'intestin, elles vont dans les organes lymphatiques, dans la circulation sanguine, dans le foie et les poumons. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. On estime à peu près qu'entre le petit polype qui fait quelques millimètres et le cancer, il faut une dizaine d'années. Quels sont les risques du cancer du côlon? On entend parler de plein de choses, plein de facteurs de risque. Alors, cancer et facteurs de risque, tout le monde connaît le tabac et le cancer du poumon, on a entendu parler de l'amiante, il y a plein de choses qui traînent. Récemment, il y a quelques mois, on a entendu parler de viande rouge et cancer du côlon. On va revoir un petit peu les choses. Alors, avant de parler des risques liés aux habitudes alimentaires et à l'environnement, il y a un risque qui est important, c'est un risque qui est immuable, c'est-à-dire qui vous concerne quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, quel que soit l'endroit où vous viviez. C'est des facteurs de risque généraux, c'est-à-dire, par exemple, être atteint d'une maladie génétique. Il y a certaines maladies génétiques qui exposent à un risque très élevé de cancer, qui peuvent, dans ce cas-là, amener au cancer dans 40, voire pour certaines maladies, 100% de risque de cancer. Il y a des maladies où on enlève le côlon vers l'âge de 20 ans, parce qu'on sait qu'il y aura 100% de cancer. Donc ça, c'est des situations très particulières. Ensuite, il y a des gens qui ont un risque élevé de cancer. Ça concerne surtout les gens qui ont des antécédents dans la famille, c'est-à-dire qu'il y a des parents, ou des grands-parents qui ont eu des polypes, ou même un cancer du côlon. Ça concerne aussi les gens qui ont une maladie prédisposante du côlon, des maladies qui donnent de l'inflammation du côlon, avec, dans ce cas-là, un risque de cancer de 5 à 10% pour ces patients-là, quelles que soient leurs habitudes de vie. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le risque moyen, qui concerne la plus grande majorité de la population, c'est-à-dire probablement la plupart d'entre nous ici, on aura un risque estimé d'avoir un cancer du côlon de 3 à 4%. C'est-à-dire, je ne sais pas combien on est dans la salle ici, je ne sais pas si on est 50, 100. Si on est une cinquantaine, il y en a 2 d'entre nous qui auront un cancer du côlon. Si on est une centaine, il y en aura 4. Ça, c'est quoi qu'on fasse. Ces gens à risque moyen, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, ça représente à peu près 75% de la population. Les gens qui ont un risque élevé avec des maladies ou des antécédents de la famille, c'est 20%. Les gens qui ont un risque très élevé, c'est 5% de la population. Donc on insiste beaucoup dans le dépistage, on va voir, sur les gens qui ont un risque élevé, antécédent dans la famille, parce que le dépistage ne se fait pas tout à fait de la même façon. Donc dans les facteurs de risque généraux, quelque chose aussi dont on ne peut pas se défaire. Il a été montré que le cancer du côlon touchait un peu plus les hommes, et on l'a vu tout à l'heure, plutôt les hommes à partir de 50 ans et jusqu'à 75 ans. Donc typiquement, si on est un homme et qu'on a 70 ans, on a plus de risque d'avoir un cancer que si on est une femme et qu'on a 25 ans. Alors ça, c'est les facteurs de risque sur lesquels on peut jouer. On va voir, je vais détailler juste après, mais il y avait eu des études qui remontent à une dizaine d'années maintenant, qui déjà pointaient du doigt certains facteurs de risque. Vous voyez, ça, ce chiffre-là, 1,55, 1,20, 1,08,
ça représente le sur-risque d'avoir un cancer. C'est-à-dire que quelqu'un qui est obèse, il a 1,55 fois plus de chances d'avoir un cancer que quelqu'un qui n'est pas obèse. Pareil pour le tabac, 1,20, l'alcool, 1,08. Alors il y a l'Institut national du cancer qui a fait une étude très précise sur tous les facteurs de risque de l'environnement et tous les cancers. C'est-à-dire qu'il a repris toutes les études qui avaient été faites dans le monde, quels que soient les pays, depuis qu'on fait des études entre le cancer et l'environnement, et qui a déterminé, finalement, est-ce que ces études étaient valables et est-ce qu'on pouvait conclure à un risque avec les facteurs de l'environnement. Et on va voir, donc on va balayer tous ces facteurs de risque. Alors vous voyez, ça c'est l'alcool et le cancer. Donc l'Institut national du cancer a conclu, après l'étude de tous les travaux qui avaient été effectués, qu'il y avait un risque plus important d'avoir un cancer du côlon quand on avait une consommation excessive d'alcool. La consommation excessive d'alcool, elle était définie par 3 verres par jour, 3 verres d'alcool. Donc il y avait un risque qui est jugé convaincant chez l'homme, probable chez la femme. Pour l'obésité, l'obésité c'est pareil. Cancer du côlon, à travers toutes les études, il a été jugé que c'était un facteur de risque d'avoir un cancer du côlon. Ce qui est pas tout à fait le cas pour d'autres cancers où les études sont un petit peu moins convaincantes. Mais obésité et cancer du côlon, il y a un lien. Viande rouge et cancer. Là encore, on en a parlé dans les médias il y a 3-4 mois, si mes souvenirs sont bons. On a plus de chances d'avoir un cancer si on mange beaucoup de viande rouge. Vous voyez par exemple pour d'autres cancers, le rein, l'endomètre, l'ovaire, il n'y a pas de lien. La sédentarité, c'est-à-dire l'activité physique. Au plus on a une activité physique importante, au moins on a de risques de cancer du côlon. Là encore, ça a été jugé convaincant. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour un cancer qui est fréquent, le cancer de la prostate. Aucun lien entre l'activité physique et le cancer de la prostate. Pour l'alimentation, fruits, légumes, cancer. Là, c'est suggéré. C'est un peu plus difficile à déterminer, mais il est suggéré que la consommation de fruits, de légumes, d'ail, vous voyez, ça diminue probablement le risque de cancer. C'est un peu moins clair parce que plus difficile à démontrer. Les aliments riches en fibres et le cancer du côlon, là, il y a une diminution du risque. Ça a été montré. Les produits laitiers, alors ça, on va en parler à la fin. On voit énormément de patients en consultation, et puis peut-être, je pense que certains d'entre vous ont été concernés, soit par leur médecin, soit par les parents, soit par l'entourage. En ce moment, il ne faut plus manger de gluten et de produits laitiers. Les produits laitiers ont tendance, d'après les études, à plutôt protéger du cancer du côlon. Donc, il faut être très méfiant vis-à-vis de ce qu'on peut vous dire. Les produits laitiers, ça reste bon pour la santé. Globalement, si on veut résumer, entre les facteurs de l'environnement et le risque de cancer, il vaut mieux avoir ce régime-là, c'est-à-dire des fibres, une activité physique, des produits laitiers, que ce régime-là, viande rouge, alcool, surpoids et graisse. Donc le risque d'être atteint d'un cancer du côlon, maintenant c'est assez bien démontré, il est d'autant plus important qu'on ait une alimentation trop riche en graisse, pauvre en fibres, qu'on consomme de l'alcool de manière régulière, qu'on manque d'activité physique et qu'on est en surpoids. Là on va aborder une deuxième partie, qui sont les signes du cancer. Qu'est-ce que ça donne, le cancer du côlon? Ça c'est une grosse interrogation. On voit beaucoup de gens qui viennent en consultation, de tous âges, hein, des jeunes, des moins jeunes, et qui se posent la question, qui sont inquiets de risque de cancer en fonction des symptômes qu'ils ont. En fait, le cancer du côlon, c'est finalement assez simple. C'est-à-dire, au début, quand on a un petit cancer, il n'y a rien. Il n'y a aucun signe. C'est pour ça qu'on insiste sur le dépistage, parce que le petit cancer, il ne donne rien. Un petit cancer de la peau, par exemple, ça peut se voir. Un petit cancer de la prostate, ça peut gêner pour uriner. Un petit cancer du côlon, on voit rien. Quand le cancer grossit un peu plus, finalement, on voit toujours pas grand-chose. Qu'est-ce que ça fait un cancer qui grossit un peu plus? C'est-à-dire une petite boule qui fait 2 cm dans le côlon. C'est pas suffisamment gros pour faire mal au ventre, pour donner
des signes particuliers. En revanche, ça peut saigner, mais ça ne saigne pas de manière abondante, c'est-à-dire en général, on ne voit pas beaucoup de sang dans les toilettes. C'est ce qu'on appelle un saignement occulte. Et ça donne petit à petit, en saignant tous les jours pendant des mois et des mois, ça donne de l'anémie, c'est-à-dire un manque de globules rouges. Quand on a l'anémie, on est fatigué, on est pâle, on est essoufflé, et il y a des anomalies sur la prise de sang. À ce stade-là, il peut y avoir bien sûr une recherche de sang dans les selles, l'analyse, le petit test pour rechercher le sang dans les selles qui est positif. Au stade suivant, quand le cancer continue de grossir, ben là on commence à voir le sang quand on va aux toilettes. Ça commence à donner des douleurs et ça perturbe le transit. C'est-à-dire qu'il peut apparaître une constipation ou une diarrhée. C'est-à-dire une modification du transit habituel. Et en général, on commence à perdre du poids dans ces situations. Et au dernier stade, quand le cancer est installé depuis longtemps, ben, il y a des choses beaucoup plus graves, c'est-à-dire ça donne une occlusion, ça peut donner une péritonite en perforant l'intestin, ça peut donner des métastases, et c'est en général des gens qui arrivent en consultation ou à l'hôpital dans un état de fatigue très intense, avec une grosse perte de poids. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des signes digestifs, ou en tout cas quand on s'inquiète de signes digestifs? Ben, la première chose, de manière évidente, c'est d'en parler à son médecin traitant, qui va juger, parce qu'il vous connaît, en fonction de l'ancienneté des signes, en fonction d'autres choses qui peuvent être associées, l'amaigrissement notamment, les facteurs de risque, les antécédents dans la famille. Il va juger s'il y a lieu d'aller plus loin, c'est-à-dire de faire des examens, prise de sang, échographie, scanner, ou d'envisager une consultation spécialisée avec un gastro-entérologue. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est au moins d'en discuter avec son médecin traitant. Donc ça concerne les gens qui ont des symptômes. Maintenant, les gens qui vont bien. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on dépiste un cancer du côlon? Donc là, il y a deux situations. On a vu tout à l'heure, soit on se trouve dans la catégorie patient à risque, c'est-à-dire qu'on a des parents qui ont un cancer du côlon, on a soi-même une maladie de l'intestin, et dans ce cas-là, l'examen, ce sera forcément par une coloscopie. Il ne faut pas faire de test d'analyse de selles. Quand on a un risque jugé important d'avoir un polype ou un cancer, l'analyse de selles est jugée trop imprécise, c'est-à-dire on prend trop de risques de passer à côté de quelque chose pour le faire. Il faut faire l'examen le plus précis, et ça c'est une coloscopie. Donc ça représente, je vous le rappelle, à peu près 20 à 25% de la population. Quand on a un risque normal de cancer du côlon, c'est-à-dire la plupart des gens ici, et qu'on a plus de 50 ans, on doit faire un test immunologique fécal, c'est-à-dire un nouveau test qui a été lancé durant l'année 2015. Donc il y a une campagne de communication pour lancer le nouveau test, parce que je vous rappelle que le test, l'analyse de la recherche de sang dans les selles, ça fait une dizaine d'années qu'on fait ça, avec auparavant un test qui s'appelait Hémoculte, qui a été remplacé par un test un peu plus précis, lancé durant l'année 2015, qui est quelque chose d'un peu plus pratique, on va le voir. Donc l'objectif du dépistage, je pense que vous avez compris, c'est de trouver des lésions, des polypes, ces fameux adénomes, à un stade précoce, c'est-à-dire ne pas attendre qu'il fasse 5 ou 6 cm, qu'il y ait une occlusion, une péritonite, une perforation, avant qu'il y ait des symptômes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir mal au ventre pour faire le test de dépistage. Parce que ça augmente les chances de guérison, on l'a vu, à 94% contre 5% de survie 5 ans après. Bien sûr, quand on trouve quelque chose, et bien, le traitement il est moins lourd. C'est moins lourd d'enlever un petit morceau d'intestin, soit par endoscopie, soit par une chirurgie, que d'enlever un morceau de foie, un morceau de poumon et d'avoir une chimiothérapie. Ça, c'est évident. Et surtout, tout ça aboutit à une réduction de la mortalité liée au cancer. Donc le test immunologique fécal, les gens qui sont sollicités, c'est la population qui a entre 50 et 74 ans. Vous l'avez vu, parce que c'est cette période-là où le risque est le plus important. C'est depuis 2015, avant les gens recevaient le test à la maison, maintenant les patients reçoivent un courrier qui les invite à en parler au médecin. Et c'est le médecin qui, en fonction de ce qu'il connaît du dossier du patient, des symptômes, des antécédents, va remettre le test.
s'il juge que le test est indiqué. Le patient réalise le test, on va voir après les modalités, et il reçoit le résultat, à savoir est-ce qu'il y a du sang dans les selles ou est-ce qu'il n'y en a pas, test positif ou négatif. Si l'examen est négatif, eh ben, il faut refaire le test de manière régulière, c'est tous les 2 ans. Donc en pratique, alors, je ne sais pas si après il y a des petits ateliers pour expliquer comment se passe le test. Là c'est le petit rappel des modalités de réalisation du test. C'est quelque chose, c'est un test qu'on avait du mal à faire rentrer dans les mœurs parce que il faut prélever des selles. C'est pas terrible. En pratique, on a un petit kit avec un petit plastique qu'on met sous la lunette des toilettes pour aller faire les selles sur le petit plastique, pour pas que ce soit au fond de la cuvette et d'aller jouer avec la petite pipette au fond de la cuvette. Donc il faut prélever avec un petit bâtonnet, il faut prélever les selles et ensuite mettre ça dans le petit tube, dans le petit réceptacle. Donc le nouveau test, c'est un seul prélèvement. Ce qui rebutait beaucoup les gens auparavant, c'est qu'il fallait faire 3 prélèvements sur 3 selles de suite. Et il fallait mettre ça, non pas dans un petit réceptacle, il fallait étaler sur un petit carton, il fallait laisser sécher au vu du reste de la famille, et ça 3 jours de suite. On peut comprendre que ça puisse en buter certains. Là, on fait le prélèvement, on met dans le petit réceptacle, on secoue, on met dans l'enveloppe et on envoie. C'est de réalisation quand même beaucoup plus pratique. Donc c'est un test par rapport à l'ancien test qui est plus précis, parce qu'il est spécifique de l'hémoglobine humaine, c'est-à-dire le sang humain. Alors que le test précédent, il détectait toutes les traces de sang, y compris le sang d'origine animale qu'on pourrait ingérer. Il est plus souvent positif, c'est-à-dire que le test précédent il était positif dans 2% des situations, celui-là dans 4%. Il oublie moins de cancers, c'est-à-dire que globalement, il trouve 70 à 80% des cancers. Le test précédent ne trouvait qu'un cancer sur 2, ce qui était mieux que rien, mais pas suffisant. Il détecte au final 2,5 fois plus de cancers et 3,5 fois plus de polypes. Du coup, comme on trouve plus de choses, les coloscopies, elles sont un peu plus utiles. Avant, on faisait des coloscopies parfois pour rien. Il y avait un test positif, on faisait une coloscopie, on n'avait pas grand-chose. Ce qui était un petit peu... finalement, tout ça a été fait pour rien. On fait un seul prélèvement, bien sûr. Et puis, il y a une lecture qui est faite par un appareil, par un automate qui est plus précise. Donc ça, c'est la petite plaquette qui a été lancée à l'occasion du test de dépistage, qui rappelle les différents chiffres cités tout à l'heure, et surtout qui insiste sur ce qu'on attend de ce test de dépistage. C'est-à-dire que l'objectif, si la moitié des gens qui sont sollicités font le test de dépistage, c'est de diminuer la mortalité du cancer du côlon de 15%, qui est un chiffre énorme. Tout ça, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de sollicitations, beaucoup de participation de la population. Ce qui était un peu difficile avec le précédent test, et on a l'impression que ça marche mieux avec le nouveau. Alors, il y a quelque chose, on va voir après pourquoi les gens ne faisaient pas le test. Il y avait quelque chose qui était une grosse appréhension, c'est je fais le test, il est positif. Je fais le test, il est positif, ça veut dire que j'ai un cancer. Dans l'idée des gens, le test de dépistage, c'était un test de dépistage du cancer. C'est pas du tout un test de dépistage du cancer, c'est un test de dépistage des polypes. 4% des tests sont positifs, ça veut dire qu'il y a du sang dans les selles. Parmi tous ces tests positifs, il y a seulement 8 à 10% de cancer, pour à peu près 2 tiers de polypes. Ce ne sont pas des cancers qu'on va donc enlever et qui ne deviendront jamais des cancers. 50% des tests positifs sont liés à d'autres choses. Il n'y a pas que le cancer qui saigne. On peut avoir des hémorroïdes, tout simplement. On peut avoir des angiomes, c'est-à-dire des petits vaisseaux qui saignent. On peut avoir des diverticules. Donc, test positif, ça ne veut pas forcément dire cancer. Donc, dans ce cas-là, on va voir juste après, quand le test est positif, bien sûr, il va falloir examiner le côlon. Mon test est négatif, je suis tranquille, j'ai pas de cancer. C'est pas vrai non plus. Il y a 25% de faux négatifs, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment quelque chose avec un test négatif. C'est pour ça qu'il faut garder malgré tout une certaine vigilance. C'est-à-dire que s'il y a des signes qui apparaissent
2 mois après avoir fait un test de dépistage qui est négatif, il faut en reparler à son médecin traitant et malgré un test négatif, faire quand même un examen. Et c'est pour ça qu'il faut recontrôler le test 2 ans après. Hein, c'est tous les 2 ans, par rapport à des coloscopies qu'on fait en général tous les 5 ans, parce que le test a moins de précision qu'une coloscopie. Alors, quels étaient les freins, ou quels sont les freins à la réalisation du test? Vous avez peut-être vu ça avec vos médecins généralistes. Il y a des gens qui ne sont pas venus au départ pour ça. Ils ne sont pas venus pour le test et puis le médecin en parle. Oh non, vous me fatiguez avec ça, je ne veux pas en entendre parler, je suis venu pour ma bronchite. Il y a des gens qui ne connaissent pas bien. Là, c'est notre rôle d'informer. Il y a des gens qui ne se sentent pas concernés. Non, c'est pas mon problème, j'ai déjà d'autres problèmes de santé, le côlon, je m'en fiche. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur de tout ce que ça peut représenter, c'est-à-dire la douleur qui pourrait être liée à la découverte d'un cancer, d'une opération. Il y a des gens qui ont peur du cancer lui-même. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller trifouiller dans les selles, du temps perdu, encore que maintenant ça va plus vite, du coup que les examens pourraient engendrer, hein, si on a un test positif. Donc tout ça, c'est pour ça qu'on fait ces journées, c'est pour essayer de dédramatiser et d'expliquer tout ça. Alors si le test est positif, on fait une coloscopie. Ou alors, si, je le rappelle, si on a des risques importants d'avoir des polypes. À ce moment-là, on ne fait pas de test, on fait d'emblée une coloscopie. Alors là aussi, c'est une grosse interrogation des gens, une grosse inquiétude. La coloscopie, oula, c'est une caméra, pas terrible, on doit prendre du produit, c'est sale. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est là en consultation pour vous expliquer et puis qu'on est là pour faire une petite campagne d'information. Alors qu'est-ce que c'est qu'une coloscopie? On a vu que le cancer du côlon et du rectum, ça touche toute cette section du tube digestif, 80 cm, qu'on va devoir aller examiner. Il y a d'autres examens que la coloscopie, mais la coloscopie c'est l'examen le plus précis et c'est le seul qui permet d'enlever les polypes quand on trouve quelque chose. C'est donc une caméra qu'on met par en bas, qui permet, en mettant un petit peu d'air, on gonfle un peu l'intestin pour y voir quelque chose, qui va permettre de voir tous les segments du tube digestif. Donc c'est quelque chose qu'on fait la grande majorité du temps sous anesthésie, en ambulatoire, c'est-à-dire que les gens ne dorment pas à l'hôpital, ils rentrent le matin, ils sortent en fin de matinée, ou en début d'après-midi, et sortent le soir. C'est une demi-journée d'hospitalisation. C'est un examen qui nécessite de nettoyer le côlon. Ça, c'est quelque chose pour lequel les gens ont une grosse appréhension. C'est-à-dire qu'il faut que l'intestin soit tout propre. Pour ça, il y a un régime, c'est-à-dire 3 jours de régime de manière schématique sans fruits et sans légumes, et une préparation laxative la veille, et maintenant le plus souvent aussi un petit peu le matin à l'examen. La préparation laxative, c'est du produit à boire qui vide complètement l'intestin. Donc ça effrayait beaucoup les gens, mais les choses ont changé. Depuis 5-6 ans, il y a des préparations qui sont plus faciles à prendre. On fait souvent des préparations en 2 fois, c'est-à-dire qu'on laisse une petite pause entre les 2 parties de la préparation. On fait tout pour que ce soit plus tolérable. Alors il y a toujours beaucoup de liquide à boire, mais c'est peut-être plus facile à prendre qu'il y a 10 ans. C'est un examen qui dure entre 20 et 30 minutes. Les risques liés à une coloscopie, ils sont rares, ils sont possibles mais rares. Ça peut être un risque d'hémorragie, le plus souvent chez les gens qui ont des traitements qui fluidifient le sang, ou un risque de perforation de l'intestin qui est estimé à 1 sur 2000 coloscopies, en particulier quand on doit retirer un gros polype ou chez les gens qui ont eu beaucoup d'opérations du ventre. Alors ça ressemble à quoi la coloscopie? En fait, on fait ça pour retrouver des polypes. Vous voyez, ça c'est ces images qu'on a vues tout à l'heure. Un polype, ça ressemble, le polype classique, ça ressemble à un petit champignon. C'est-à-dire, ça c'est la partie méchante du polype, et puis il y a un petit pied. Le petit pied, la plupart du temps, il n'est pas méchant. Donc ça c'est la forme la plus classique. La coloscopie va permettre, à l'aide d'un lasso, de retirer le polype en le coupant au niveau du pied. Alors qu'est-ce qu'on fait des polypes ensuite? Bien sûr, on les retire, mais on les envoie en analyse. Ils sont récupérés, on les envoie en analyse au laboratoire pour qu'ils nous disent si ce sont des polypes, des adénomes tout simples, c'est-à-dire qu'ils vont nécessiter une surveillance, mais rien d'autre, ou si c'est déjà des polypes cancéreux. Les polypes sont retirés, qu'est-ce qu'on fait? On peut en avoir de nouveau. Quand on a eu des polypes retirés, on a un risque important d'en avoir d'autres. Donc dans ce cas-là, il y a une surveillance par coloscopie. En fonction du nombre et de la taille des polypes, il y aura une coloscopie de surveillance entre 3 ans ou 5 ans après, en moyenne.
Alors, la coloscopie a trouvé un cancer. Ça, c'est une petite diapo, juste pour rappeler un petit peu qu'est-ce qu'on fait quand on trouve un cancer. Ben, dans l'idéal, s'il n'a pas été retiré pour les petits cancers qu'on peut retirer par endoscopie, s'il n'a pas été retiré par l'endoscopie, ben, il faut opérer, c'est-à-dire qu'on coupe un morceau d'intestin. Ça, c'est les situations qu'on espère les plus fréquentes, parce que quand on opère et qu'on retire, on espère guérir définitivement le patient avec cette opération. Parfois, il peut y avoir nécessité de faire un traitement, soit avant l'opération, soit après, par chimiothérapie. Là, ça concerne les stades un peu plus avancés de cancer. Il peut y avoir, pour le cancer du rectum, le rectum, c'est la partie du côlon qui est juste au-dessus de l'anus, il peut y avoir nécessité de faire des rayons. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le taux de guérison, il dépend surtout du moment où on diagnostique le cancer. Alors, juste avant de terminer, un petit rappel sur des erreurs qu'on voit très souvent. J'ai fait une petite diapo pour rappeler dans les échanges avec les patients ou avec les médecins, vraiment les pièges ou les erreurs. Une des erreurs les plus fréquentes, c'est les gens qui viennent nous voir en disant « j'ai du sang, mais ça fait 10 ans, c'est mes hémorroïdes, on m'a toujours dit que c'était les hémorroïdes ». Et bien, parmi ces patients-là, il y en a, certains vont faire un authentique cancer du côlon ou un cancer du rectum. Ça arrive tous les mois qu'on voit quelqu'un de 50 ans qui vienne avec des saignements favorisés par des hémorroïdes. Les hémorroïdes, ce sont des veines qui se trouvent au niveau de l'anus, qui peuvent saigner. Et puis, un beau jour, il y a en plus des hémorroïdes, un cancer, pas très loin de l'anus notamment, qui peut donner exactement la même chose. Donc ça, c'est une banalisation très fréquente et qui laisse passer certains cancers. Quelque chose qu'on voit souvent, on n'en a pas tellement parlé, j'ai des diverticules. Ça concerne 50% des gens après 50 ans. Les diverticules, c'est les petites hernies, des petits trous dans la paroi intestin qui sont très fréquents. Et il y a des gens qui viennent se faire surveiller pour les diverticules. Il n'y a aucun rapport entre cancer et diverticules. Pas de surveillance, c'est pas un risque. Il n'y a aucun examen supplémentaire à faire quand on a des diverticules et que ça ne pose pas de problème. C'est différent quand ils sont responsables d'inflammation ou d'infection. On voit beaucoup de gens qui viennent, qui sont constipés depuis l'âge de 15 ans, et puis d'un seul coup, à 45 ans, ils disent « ah, tiens, je vais te consulter parce que j'ai peut-être un cancer ». L'ancienneté des symptômes, c'est paradoxalement plutôt un point positif. C'est gênant, mais ce n'est pas forcément un facteur de risque de cancer. Ce qui est important, c'est quand les symptômes changent. C'est-à-dire quelqu'un qui a été constipé depuis des années, puis d'un seul coup se met à avoir un transit normal ou des diarrhées. Et là, ça met la puce à l'oreille. Le cousin de mon grand-oncle a une maladie de Crohn en 1952. Il faut que je fasse une coloscopie. Ça aussi, les antécédents dans la famille très éloignés de polypes, de cancers, de maladies, c'est pas forcément des facteurs d'alarme. En théorie, on prend en compte les antécédents de ce qu'on appelle au premier degré, c'est-à-dire soit les parents, soit les frères et sœurs, soit les grands-parents s'il y a eu plusieurs cas de polypes ou de cancer. Et les antécédents familiaux de maladies inflammatoires, ce n'est pas des situations où on doit faire des dépistages. Alors, on parlait tout à l'heure du lactose, je mange sans gluten, comme ça je n'aurai pas le cancer. Ça, on en voit beaucoup, régime sans gluten, régime sans lactose, aucun lien avec le cancer. C'est pas ça qui va vous protéger. Il y a des gens qui se sentent mieux en mangeant sans gluten, il y a des gens qui sont obligés de manger sans gluten quand ils sont intolérants, mais il n'y a pas de lien avec le cancer. Alors il y a beaucoup de gens, ça c'est quelque chose d'assez fréquent, qui viennent un peu contraints et forcés par leur médecin traitant, et puis qui disent, bah non, de toute manière, mon test il est positif parce que 3 jours avant j'avais mangé du boudin. Donc pas la peine de faire une coloscopie, tout va bien. Ça c'est plus vrai avec le nouveau test. C'était déjà très discuté avant, il fallait de toute manière faire une coloscopie, c'est encore moins vrai avec le nouveau test. La coloscopie c'est sale, c'est sale si la préparation est mal faite, mais sinon c'est au bloc opératoire, sous anesthésie, dans des conditions de bloc opératoire. Si la préparation est bien faite, c'est pas le problème. La préparation est imbuvable, on a vu tout à l'heure que les choses ont changé et que c'est plus facile, il y a des préparations très concentrées, il y a des préparations par comprimé.
on essaie de rendre les choses les plus acceptables possibles. Voilà, j'en ai terminé. Donc le message, bien sûr, c'est se sentir concerné. Si vous ne l'êtes pas, impliquez vos proches et de se poser la question, quand on a 50 ans, qu'on n'a pas d'antécédent, d'un dépistage, et quand on a même moins de 50 ans, mais que dans la famille il y a eu des soucis de cancer du côlon ou polype, d'évoquer le sujet, au moins avec son médecin généraliste. Voilà, merci.